Sortez, respirez, c'est le Quality Time. Bah oui, ça fait sourire ce petit jingle. Bonjour Oui, Ariel Picard. Bonjour. Ça va ? Très bien. Bon, bah on est content de vous accueillir. Alors, une petite musique d'introduction. Juste, en fait, vous n'allez pas sortir un disque, Ariel Picard, parce que ceux qui vous connaissent sont peut-être un peu surpris. C'est juste, comme les photos qui sont derrière nous l'indiquent, alors vous avez fait paraître un livre, Bernard et Marianne Picard, Le combat pour l'éducation juive, qui a été écrit, réalisé par Michael Blum, qu'on salue. Mais le livre est sorti juste avant Pessah en hébreu. Et c'est pour ça qu'on a tenu à ce que vous veniez, parce qu'on a trouvé que c'était intéressant, touchant de vouloir transmettre l'héritage, on va dire, de vos parents, puisque Marianne et Bernard sont vos parents, aux hébraïsants, tout simplement. Oui, tout à fait. Je tiens à signaler, d'ailleurs, on voit la couverture derrière moi, le livre en français qui avait donc été écrit il a été sorti déjà il y a quelques années, qui avait été écrit brillamment par mon ami Michael Blum, a été donc traduit par Myriam Samuel. Et nous avons donc sorti le livre dans le cadre familial en hébreu. En petit exemplaire, c'est-à-dire. Oui, en petit exemplaire, en hébreu, parce qu'on s'est rendu compte que, à part peut-être les aînés de mes frères et sœurs, la plupart des petits-enfants et des arrière-petits-enfants ne parlaient pas, ne lisaient pas en français. Donc, on a décidé de traduire donc le livre de Michael Blum sur mes parents, et on l'a traduit en hébreu. Et donc, on a fait, dans le cadre d'une soirée familiale, on a donné ce livre, et en fin de compte, il est sur le même format, avec les mêmes photos, et c'est la traduction intégrale. Pour ceux qui ne connaissent pas encore, on en profite pour mettre la couverture du livre à l'image. Peut-être qu'ils pourront acheter ce livre pour connaître mieux vos parents, et surtout leur action. Alors, le sous-titre du livre, c'est « Le combat pour l'éducation juive ». Ce sont deux personnalités qui, chacun, à leur façon, ont un peu réveillé, en tout cas aidé au renouveau du judaïsme français grâce à l'école juive. Et je tenais avant de signaler que ce livre donc, qui a été traduit, donc le livre n'est pas commercialisé, enfin le livre en hébreu. Le livre en français, il a été commercialisé. On peut peut-être vous contacter. Oui, on peut me contacter pour le français. On a encore quelques exemplaires en français. À l'époque, il avait été commercialisé. Il en reste peut-être dans les librairies francophones, françaises à Jérusalem. Mais ce que je tiens à signaler, c'est que la traduction a été... On a sorti le livre parce qu'on a donc commémoré avant Pessah les 20 ans de la mort de mon père, Bernard Picard, Zichrono Livracha, et c'est à l'occasion de ces 20 ans de commémoration. Mon père est mort le 11 Nissan 5758, et donc en avril 98, avant Pessah. Juste avant Pessah. Et c'est donc avant Pessah qu'on a fait, c'était les 20 ans. Maintenant, oui, c'est un livre qui parle de l'histoire de mes parents. Alors, l'histoire de vos parents, c'est bien sûr votre histoire familiale, personnelle, mais ça touche aussi la nôtre, forcément. Ça touche celle du judaïsme français. C'est dur de partager ? Oui, non, mais c'est notre honneur. Je veux dire, vous savez, aujourd'hui, il n'y a pas une seule journée où... nous sommes c'est pour ça que je vous pose la question. Voilà, nous sommes 6 frères et sœurs, j'ai 4 frères et une sœur. Il n'y a pas un seul jour où on ne rencontre pas un ancien élève ou quelqu'un qui nous parle de nos parents. Vous savez, il est marqué dans la Gemara que Tzadikim Nisharim Chaim, c'est-à-dire que les gens qui ont fait quelque chose de leur vie, ils restent vivants tout le temps. Je vais vous dire une petite anecdote. Avant d'arriver dans votre studio, je suis passé par les locaux du hub de Kalita et j'ai rencontré une dame qui m'a dit « Mais vous êtes Picard ?» Et bien sûr, c'était une ancienne élève de Lucien de Hirsch. Voilà. Alors, c'est tout le temps, on entend soit des anciens élèves de l'école Yavneh, de l'école Lucien de Hirsch, des anciens élèves. Ils ont dirigé tous les deux... De 1900... Lucien de Hirsch, ils l'ont dirigé ensemble, plus ou moins de 1950 à 1965.
Et mon père, en 1965, a remplacé Monsieur Adrien Gutel, Zichrono Livracha, et a pris la direction de l'école Yavne, de 1900, à l'époque, elle était à la rue Claude Bernard, de 1965 à 1992. Et ma mère est restée à Lucien de Hirsch et a continué à diriger l'école Lucien de Hirsch jusqu'en 1992. En juin 92, ils ont pris ensemble la retraite. Et après être restés encore 1 an et demi à Paris, ils ont fait leur Aliyah en 1994. Pour direction Jérusalem. Direction Jérusalem. Arriver à bon port. Après. Exactement. Rejoindre leurs enfants et leurs petits-enfants qui étaient pratiquement tous en Israël. Voilà. On dit souvent, lorsqu'on est, issu d'une famille où il y a des éducateurs, où des parents se donnent corps et âme pour la jeunesse, ils sont moins présents forcément à la maison. C'était vécu comment parce que 5 enfants, c'est... 6, pardon, c'est avec vous compris. Je suis le plus jeune. Je pense aux frères et sœurs. C'est une fratrie quand même imposante, donc il faut partager, papa et maman. Oui. C'est un peu, mais c'est le lot de tous les enfants de chefs de communauté. Je pense qu'on retrouve ça un peu chez tous les gens dont les parents ont été soit des grands rabbins, des rabbins, soit des directeurs d'écoles juives, soit des grands cadres communautaires. Oui, c'est partagé. On habitait à l'école Lucien de Hirsch même, au-dessus de l'école. Donc, vie privée, on peut pas vraiment dire qu'on en avait une. On était constamment sollicités. On pouvait appeler ma mère à n'importe quelle heure. Et puis comme on était avant l'ère des smartphones, donc c'était souvent le soir. Il y avait une internat à l'école Lucien de Hirsch, donc il y avait une école qui vivait constamment. Et puis aussi par la suite à l'école Yavne. C'était aussi être les enfants des directeurs. J'ai été pratiquement toute ma scolarité enfant du directeur. C'est pas toujours très sympathique, mais sauf on a beaucoup de fierté parce qu'on quand on est enfant, on s'en rend moins compte, mais quand on entend constamment autant de gens qui vous disent que nos parents, puisque je parle au nom de mes frères et sœurs aussi, ont fait tellement pour eux et pour l'éducation juive en France dans les années 50-90. Il y a des gens qui ont bien évidemment découvert leur judaïsme grâce à eux. Qui ont découvert grâce aux écoles juives, parce que l'idée, en fin de compte, de mes parents, l'idée était qu'après la guerre, mon père et tous ces jeunes gens qui sont après la guerre ont pris conscience qu'il fallait reconstruire le judaïsme français. Alors il y avait les rabbins, on vient d'entendre, il y a un grand livre qui vient de sortir, un livre sur le grand rabbin Henri Chély, un homme extraordinaire. Qu'on a eu le plaisir de recevoir. Son fils. Voilà. Un livre qui raconte cette histoire de l'après-guerre, enfin de l'avant-guerre, lui en plus c'est un grand résistant. Mais il y avait aussi donc, ces jeunes gens qui étaient issus... le Rav Rothman aussi, Paul Rothman. Mais qui étaient issus des mouvements de jeunesse, qui avaient été souvent résistants pendant la guerre, mon père l'a aussi été, et qui, après la guerre, ont senti une responsabilité. Mon père, avec des amis à lui, qui étaient un peu... Vous pouvez les citer, hein. Oui, bien sûr, je vais les citer, qui avaient un peu le même cursus, qui avaient tous fait des études de philosophie. Je pense particulièrement à Beno Gross, Zichrono Livracha, qui est mort récemment, à Théo Dreyfus, Zichrono Livracha, Veyibadel Chaim Rokim, à Lucien Lazare, et qui ont pensé qu'il était c'était le moment de tout faire pour faire renaître le monde juif, et en passant par l'éducation juive et par l'école juive. Donc Beno Gross a ouvert une école, l'école Akiba. Théo Dreyfus a réouvert l'école Lucien de Hirsch en 1949. Et en 1950 a pris la suite de Marcus Cohn et a dirigé l'école Maïmonide. Et mon père, qui avait été une année avec ma mère à l'école Maïmonide en tant qu'enseignant, a pris la suite de Lucien de Hirsch en 1950. Et Lucien Lazare a dirigé une école juive à Bruxelles et était un cadre communautaire ils étaient en fiers Strasbourg. Et je tiens en particulier qu'ils avaient d'ailleurs un collaborateur, un collègue très célèbre. On l'oublie un peu, c'est Emmanuel Lévinas, qui a dirigé l'école de Legnaud. Donc,
c'était quand même des gens de qualité. Une sacrée génération, on va dire. Ils avaient été aussi un peu chapeautés et soutenus par le professeur André Neher, qui avait été leur maître et qui les avait beaucoup encouragés dans cette voie-là. À Strasbourg, ils avaient tous suivi ces cours. Voilà, ça c'est. Et ma mère, par la suite, a aussi pris à seconder mon père et a pris l'école Lucien Duyère sous sa responsabilité en 1965. Est-ce que, alors ils étaient quand même très sionistes, est-ce que le fait d'être, c'était le même profil que Beno Gross, qui a mis aussi beaucoup de temps à arriver en Israël, mais un peu moins quand même, oui. Ils avaient mis complètement de côté Israël parce qu'ils pensaient que leur mission, elle était là pour aider les petits juifs de France. Je pense que dans un premier temps, ils voyaient réellement leur mission en France. Au moins jusqu'en 1967, jusqu'à la guerre des 6 jours. Ils avaient conscience qu'il fallait reconstruire l'État d'Israël. À partir de 67-68, le judaïsme français. Le judaïsme français. Et puis il y avait toujours des défis. Les années 60, c'est l'arrivée des Juifs d'Afrique du Nord. Dans les années 50, c'était encore les rescapés des camps, les Juifs hongrois, les Juifs polonais. Et en 68-69, c'est vrai que la plupart des amis de mon père, je tiens aussi ont pris conscience que le futur du peuple juif en Israël, donc on fait leur alia. Mon père et ma mère ont eux préféré rester en France, aussi parce que mon père avait une maladie, il était claustrophobe et il ne prenait pas l'avion jusqu'au début des années 90. Et donc, c'était compliqué pour lui de faire son alia. Et puis, ils ont pensé aussi que leur destin était peut-être plus lié à la France. Mais ils ont toujours, je crois que la réussite, c'est qu'ils ont, ils ont compris que l'essentiel de leur travail, c'était de diriger les élèves vers Israël, de leur faire prendre conscience surtout de l'importance de l'État d'Israël aujourd'hui dans le monde juif, et même si pour des raisons ou d'autres les Juifs devaient rester en France, mais prendre conscience que la centralité de l'État d'Israël était une composante essentielle dans le judaïsme d'aujourd'hui. Et on peut le voir aussi, puisqu'aujourd'hui, ils ont de nombreux petits-enfants, arrière-petits-enfants. Je crois qu'ils sont plus d'une centaine. Plus d'une centaine. Voilà, et que nombreux d'entre eux sont en Israël. Tous. Ils sont tous là. Tous les enfants et petits-enfants et arrière-petits-enfants, tout le monde est en Israël. Et il n'y en a plus sauf un qui malheureusement nous a quittés tragiquement. C'est mon neveu, le fils du professeur Elie Picard et du docteur Elie Picard, qui a été assassiné. Mais comme je vous le disais en préparant cette émission, heureusement que mon père ne l'a pas su, puisqu'il est mort 4 ans avant l'assassinat du pauvre Eran, mon neveu. Et heureusement qu'il n'était pas vivant au moment de son assassinat. Ma mère était vivante. Et ça peut-être pas faciliter la fin de sa vie. Ouais, on peut très bien l'imaginer et on le comprend tout à fait. Est-ce qu'il y a des anecdotes, parce que quand on écrit un livre comme ça, de ce genre, on découvre toujours, même si on connaît très bien la vie de ses parents, on découvre toujours une petite anecdote, quelque chose. Je tiens d'abord à signaler donc vraiment le bon travail qu'avait fait Michael Blum à l'époque, de recherche. Et on était en plus d'être un bon copain de Michael, il nous avait, je crois, vraiment agréablement surpris par ce livre. Et effectivement, il avait fait beaucoup de recherches, mais il avait parlé, il nous a je ne sais pas si c'est dans l'édition en hébreu, mais une petite anecdote. Il en avait retrouvé un document d'une lettre que mon père a écrit en 1942, puisqu'on est au moment, dans les journées de la Yom HaShoah. Il avait écrit en 1942 une lettre à Vichy, parce qu'il avait 17 ans et qu'il devait passer son bac, et qu'il habitait Lyon, mon père. Il était replié à Lyon. Et à Lyon, le bac, c'est cette année-là, je parle de 1942, alors qu'on raflait au Veldiv, il a demandé, le bac était Shabbat, et il a écrit au ministère de l'Éducation, à l'instruction publique, ça s'appelait l'Éducation nationale à Vichy, disant qu'il était juif, israélite, et qu'il ne pouvait pas passer son bac Shabbat à Lyon. C'est une blague. Donc. C'était signé Bernard Picard. Et on a le duplicateur avec nous, là, il est donc dans le livre.
Et il a reçu, alors plus rigolo, il a reçu une réponse positive du ministère de l'Éducation de Vichy, lui disant « On a pris en compte votre demande et vous pourrez passer votre bac à Limoges. » Et mon père est donc allé passer à Limoges, et mon père disait « J'ai reçu l'autorisation, mais dans le train, il disait toujours, mais dans le train entre Lyon et Limoges, j'aurais pu être arrêté en tant que juif et envoyé à Drancy. » C'est ça qui était le paradoxe de Vichy. Voilà, c'est une des petites histoires qui se trouvent dans le livre. Et donc voilà, mais ce livre puis relate leur vie. Bon, on nous a peut-être reproché qu'il n'y avait peut-être pas assez de... On s'y attardait pas trop sur peut-être sur disons, le testament, disons, éducatif de nos parents. Il n'y avait peut-être pas assez de documents sur les cours. Mais on a préféré... C'est clair si vous nous dites que... on a préféré ça. Si on voit le nombre d'élèves étant passés par Yavne et Lucien de Hirsch qui ont fait leur alia, et si vous nous dites que ces 100 petits-enfants et enfants sont en Israël, plus de 100. Plus de 100, je crois que le testament, il est clair. Oui, c'est ça. Donc, on a voulu surtout raconter leur vie, leurs origines, d'Alsace, de Colmar, jusqu'à Jérusalem. C'était ça le but de l'histoire de la famille. Voilà, c'était ça, je crois, que ce qu'on a voulu raconter dans ce livre. Et je crois que ça a été pour les gens qui l'ont lu, je pense, disons, ça les aura peut-être beaucoup aidés à mieux comprendre leur œuvre. Et d'ailleurs, nos petits-enfants, donc les petits-enfants qui sont en train de le lire maintenant. Alors, il y en a qui hallucinent, qui ils découvrent, ils disent, je savais pas ce qu'il avait fait ça pendant la guerre. Ils apprennent, oui, parce qu'on raconte pas tout. Et puis, voilà, c'est un peu une façon de leur rendre hommage à votre façon. De se souvenir je pense que c'est... Mais oui, parce qu'il n'y a pas une seule journée, on ne parle pas d'eux, on ne rencontre pas des gens qui nous parlent. On revient à Paris, de temps en temps, ça m'arrive dans le cadre de mes activités. On vous parle d'eux on dit le nom Picard, et on s'en souvient. Pourtant, ils ont quitté les écoles juives il y a plus de 25 ans. Bon, Hachem, bon. Bon, en tout cas, on espère, nous, avoir donné peut-être envie aux jeunes, aux plus jeunes générations qui ne les ont pas connus, de découvrir leur apport au judaïsme de France, à l'éducation juive, à la française, comme on dit, parce qu'aujourd'hui, c'est l'école Yavne, modèle d'éducation juive à la française. On l'entend souvent, d'ailleurs, sur ce plateau. Donc, c'est aussi à eux, à tous les deux, qu'on doit cette expression. Voilà. On espère que ce livre sera lu en hébreu, en français. Voilà. Et puis, si on ne le trouve pas, on peut vous appeler. Je suis sûre que vous allez nous débrouiller un petit exemplaire. J'espère. Oui, non, on a encore quelques-uns dans la cave. Très bien. Merci beaucoup, Ariel Picard. Merci, je vous remercie de m'avoir invité. Et je représentais aussi mes 5 frères et ma sœur. Ce n'était pas que moi qui parlais derrière le micro. Pas de problème. Même si vous êtes le petit dernier, vous êtes toujours le pistonnier de la famille. Donc, c'était normal que ce soit vous qui soyez là. Je me permets. Mais oui, tout à fait. À bientôt. Au revoir. Ciao, ciao. Sortez, respirez, c'est le Quality Time.